Bonsoir, bienvenue dans votre nouveau numéro d'investigation qui vous dévoile la face cachée de deux îles paradisiaques, la Jamaïque et Saint-Barthélemy. Elles sont synonymes d'évasion pour nous, plages, farnientes, cocotiers. Avec leur douceur de vivre caribéenne, ces îles nous font rêver, mais pour les populations locales, l'envers du décor est tout autre. Première de nos destinations, la Jamaïque, le pays de Bob Marley, qui souffre d'un fort taux de criminalité. Tourisme sexuel, agression et extrême pauvreté, la Jamaïque est aussi devenue une plaque tournante du trafic de cocaïne, où les gangs s'affrontent pour protéger leur territoire. Une autre bataille est en train de voir le jour, celle de la marijuana. La consommation médicinale vient d'y être légalisée, un premier pas qui aiguise l'appétit de l'industrie pharmaceutique et inquiète les petits producteurs locaux. Confrontation Jamaïque au pays de la ganja, un film de Yuri Madalski et Jeanne Lefebvre. Attention, certaines séquences sont déconseillées aux plus jeunes. Jamaïca, la terre de l'eau et du bois. C'est ainsi que les Indiens Arawaks nommaient la Jamaïque lorsque Christophe Colomb la découvre en 1494. 5 siècles plus tard, la petite île des Caraïbes, située à moins de 250 km au sud de Cuba, est devenue un paradis pour les touristes venus surtout des États-Unis. Les clichés sur la Jamaïque sont nombreux. Même si l'île reste mondialement connue pour sa musique, le reggae, son icône planétaire Bob Marley, ainsi que pour l'athlète 8 fois champion olympique Usain Bolt, pour les touristes, la Jamaïque est avant tout une terre de fête où tout est permis, de la plage jusqu'à l'intérieur de l'île. Quand tu viens à Negril, tu viens te poser. Tu veux juste fumer un bon petit joint. Mais attention, depuis avril 2015 et la décriminalisation du cannabis, les touristes peuvent fumer, en toute légalité, mais non sans certaines restrictions. Nous n'avons pas légalisé la ganja. C'est toujours illégal. Et on peut mettre une amende aux gens qui transportent plus de 56 grammes de cannabis. Pour les citoyens ordinaires, la ganja est en partie dépénalisée. Chacun peut cultiver chez soi jusqu'à 5 pieds, stocker sa récolte et la consommer à son domicile. En revanche, le transport reste interdit. Si on a sur soi moins de 56 grammes, on est passible d'une simple amende de 4 €, sans autre suite judiciaire. Au-delà, on risque, comme avant, d'être inculpé de trafic de drogue. La ganja a toujours eu une mauvaise réputation. Parce qu'elle est considérée comme une drogue dangereuse. Rien de nouveau, vous savez. Encore aujourd'hui, beaucoup de gens sont complètement opposés à la consommation du cannabis. Le gouvernement jamaïcain veut favoriser la création d'une industrie de produits médicinaux à base de cannabis. Pilules, huiles, inhalations, crèmes, aliments, avec l'espoir de les exporter dans les pays où ces vertus curatives sont reconnues, comme le Canada, Israël ou l'Europe du Nord. Il a créé une agence d'État chargée d'attribuer des licences de culture à des entreprises privées. On attendait que cette industrie se développe depuis très longtemps. Beaucoup de gens ont souffert à travers le temps, comme Jacob Miller, Bob Marley, Peter Tosh, des légendes du reggae, comme aussi les Rastas. Encore aujourd'hui, des gens sont en prison juste pour avoir fumé un joint. En décriminalisant le cannabis, le gouvernement jamaïcain espère inverser une spirale faite de pauvreté et de violence. La Jamaïque est l'une des îles les plus pauvres de la Caraïbe, avec 3 millions d'habitants et un des taux de croissance économique les plus bas au monde. Pour les autorités, développer la culture de la ganja est strictement médicinal et non récréatif. Nous n'avons aucune envie que la Jamaïque devienne une destination de camé. Pas du tout. Mais de l'autre côté de l'île, à Negril, le Saint-Tropez jamaïcain, les touristes fument allègrement et se procurer de la ganja est très facile. Montre-moi. C'est de la bonne marijuana. Tout le paquet? Et c'est combien? Pour toi, je peux te le faire à $50.
$50? Des dollars américains? Ouais. $50 pour ça, c'est cher, non? Non, parce que je le vends. Parce qu'on a acheté un paquet de marijuana il y a 2 jours, il était gros comme ça, et c'était seulement $4. Mais c'est ce que les Rastas fument. Bob Marley, quand tu fumes et après tu fais la fête, c'est drôle. Et puis, c'est bio. Elle vient d'où? Des montagnes. Lesquelles? Là-haut, t'as jamais été à Orange Hill? Orange Hill? C'est la meilleure marijuana en Jamaïque. Ouais, la meilleure. Pour comprendre où en est le pays, après plus de 2 ans de dépénalisation, je retrouve Balaram Baswani. Il est le tout premier à avoir obtenu une licence pour cultiver du cannabis. Ce Jamaïcain est aujourd'hui à la tête de la start-up Ganja Lab. Selon la loi, il peut faire pousser de la ganja légalement, mais uniquement pour ses vertus médicinales. En bon chef d'entreprise, Balaram est toujours à l'affût d'un client ou d'une bonne occasion. Regarde mec, avec cette petite machine, je peux rouler 100 joints à la fois. Garde-en un pour ce soir. Ça te coûtera $5. Né il y a 35 ans en Jamaïque, Balaram Baswani se souvient quand le trafic de cannabis faisait tourner toute l'économie de l'île. Il y a encore peu de temps, le trafic de cannabis était concentré ici. Les avions des narcotrafiquants faisaient la navette jour et nuit entre la Jamaïque et les États-Unis. Ce sont les pistes d'atterrissage de la vieille époque. Pour faire atterrir les Cessna, ils mettaient les bougies de chaque côté pour en faire une piste. Ils atterrissaient ici de nuit et chargeaient la drogue. Et ils repartaient aussitôt vers Miami. C'était comme ça. Ça a été bombardé et brûlé par les autorités de nombreuses fois. Une époque qui semble révolue. Aujourd'hui, plus besoin de se cacher pour trouver son herbe et passer commande. Salut maman. Balaram a rendez-vous avec Bob, un petit producteur avec qui il fumait quand il était plus jeune. Rien n'a changé ici. On va travailler là-dessus. Il faut que tu te prépares aux maisons vertes maintenant que c'est légal. Oui, mais on n'arrive pas à avoir la licence. T'inquiète pas, c'est pour ça que je suis là. Bouger les fesses de ton fils. On est venu ici fumer pendant tant d'années, on va arranger ça. Tiens, fume un des miens. Et c'est les miens aussi. C'est de la ganja génétiquement modifiée. Ça sent vraiment bon. Ici, à Orange Hill, toutes les plantations sont illégales. Pour se ravitailler, Balaram n'a pas le choix. Il doit venir ici pour trouver la meilleure herbe du pays. Malgré les lois de décriminalisation promulguées en 2015, personne n'a encore de licence pour faire pousser légalement. C'est ce que j'ai en commun avec les Marley. J'adore les femmes et j'adore la ganja. Balaram recherche la perle rare qu'il pourra cloner. C'est là que tu recherches le diamant pur. Si tu recherches quelque chose de spécial, comme ça, celui-ci pourrait être un truc vraiment sérieux. Je le prendrai, je le couperai en deux, je le replanterai pour en faire des clones. Tu vois ce que je veux dire? Je peux bosser à partir de ça. Regarde ça. Regarde celui-là. Malgré l'obtention de sa licence pour cultiver la marijuana à des fins médicinales, Balaram est toujours obligé de se ravitailler dans les champs illégaux de l'île. J'ai fait ma demande il y a 3 ans. Cela fait 2 ans qu'on a commencé grâce à la décriminalisation. On a été les premiers à obtenir la licence avec l'université des West Indies.
C'était le début de l'industrie, le début de la culture à des fins médicinales dans toute la Jamaïque. Pour moi, je veux la jouer clean et respecter les règles, pour développer l'industrie et à terme rembourser les dettes du pays. Pour la Jamaïque, c'est incroyable d'avoir ça. Ne le gâchons pas. On va continuer et à la fin, ce sera un produit jamaïcain. Effacer les dettes de la Jamaïque semble être un doux rêve. Il est encore difficile pour un petit producteur de se procurer sa licence et l'identité de ceux qui l'ont obtenue reste encore secrète. Nous avons donné des licences provisoires pour la culture légale. C'est un processus en cours. Personne n'a encore de licence définitive. Et pour l'instant, je ne peux pas vous révéler le nom des entreprises qui ont reçu ces licences. Pour se défendre face au système, les fermiers illégaux se sont regroupés en associations. Ayavi, un vieux rasta révolutionnaire, est à la tête des petits producteurs de ganja de l'île. Ma vie, c'est être un Rastafari, me battre pour la justice, la décriminalisation et la légalisation de la marijuana. Me battre pour ceux qui ont souffert, les fermiers traditionnels, ceux qui sont allés en prison. Il faut inclure ces gens dans la nouvelle politique pour qu'ils puissent bénéficier de cette industrie. On ne veut pas que les investisseurs étrangers écrasent tout, avec l'aide des Jamaïcains qui combattaient historiquement la culture de la ganja. C'est ce que les Rastas veulent encourager. Et on l'encourage de tout point de vue. Il faut faire attention à conserver notre mode de vie. On veut empêcher l'injustice de perdurer. Pas seulement au sein de notre communauté, mais plus largement dans tout le pays dans lequel on vit. Ayavi a fait plusieurs années de prison en tant qu'activiste et rasta. Aujourd'hui, à plus de 65 ans, il continue son combat pour la légalisation du cannabis. Tous les pays qui ont décriminalisé la marijuana ont vu la consommation de drogue dure chuter. En Hollande, par exemple, quand la marijuana a été décriminalisée, les drogues dures ont chuté de plus de 20%. Ici, on est victime d'une véritable hypocrisie. Si on pense à la cigarette, par exemple, combien de gens en meurent chaque année? Si tu penses à l'alcool ou à toutes les drogues légales de l'industrie pharmaceutique, vous pensez au nombre de gens qui sont morts avec l'alcool et les cigarettes, mais on ne les interdit pas. Ayavi a rendez-vous avec Balram Baswani, le fondateur de Ganja Lab. Le rasta révolutionnaire et le businessman de la ganja partagent le même objectif, obtenir la légalisation de la ganja. Tu vois ce que je veux raconter, c'est que tout ceci est complètement injuste. Tu veux aller aussi loin? Moi, je veux y aller à la cool, tu sais. Ok, mais si on y va ensemble, n'oublie pas ce qu'on a subi avec la marijuana. Ils sont invités à Negril, un des hauts lieux du tourisme en Jamaïque, pour participer au festival culturel Tomorrow Today. Une bonne occasion pour Ayavi de parler de sa lutte. La petite conférence s'avère presque surréaliste tant les idées subversives d'Ayavi détonnent face aux touristes étrangers encore groggy par la fête de la veille. En ce qui concerne le cannabis à des fins thérapeutiques, il faut mettre la pression sur le gouvernement. Nous n'accepterons pas, nous les Rastas, de laisser des gens continuer à aller en prison. Alors que dans le même temps, les pays qui disent combattre la marijuana se remplissent les poches grâce au nouveau marché de la ganja. Fumer de l'herbe,
C'est ce que viennent chercher en grande partie les 4 millions de touristes, majoritairement des Américains, qui viennent chaque année profiter du soleil et de la fête, surtout ici, à Negril. Au menu, parties organisées sur la plage, baignade, shopping dans les boutiques de souvenirs avec Bob Marley, feuilles de cannabis en égérie et bien sûr de la ganja à volonté. Il n'y a pas de règles, c'est génial. Si tu as de l'argent, tu peux faire ce que tu veux. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Faire la fête, prendre de la drogue, boire de l'alcool, rouler du mauvais côté de la route, on s'en fout. Les Américaines adorent la ganja, pas la cigarette. Mais tous les jours, c'est ganja, ganja, ganja. La Jamaïque semble être l'île de tous les excès. Au-delà de la fumette et de la fête, un autre phénomène se développe. Beaucoup d'étrangères se promènent au bras de beaux et jeunes Jamaïcains. Tous les guides touristiques mentionnent cette prostitution masculine. Elle serait 80 000, américaines ou européennes, à venir chaque année pour passer une semaine ou deux avec un homme qu'on appelle ici un rent dread, ou une dread à louer en français. Ces hommes ne sont pas des rastas, ils portent des dreadlocks pour plaire aux femmes occidentales. Shaba, 35 ans, travaille dans un bar au bord de l'eau. Il est plagiste et gagne $10 par jour. Alors, ça va? T'as de nouvelles lunettes? Plus grande, ouais. Plus grandes? Ouais, plus d'amour, plus d'amour. Ouais, je sais que t'es Mr. Lovin. Il y a plein de jeunes sur la plage. Ils n'ont pas de boulot. Alors ils recherchent des filles pour leur faire l'amour, les balader. Ils ont juste besoin d'argent. Certains sont rasés, certains ont des dreads. À Negril, on nous appelle les wanted dreads, les gigolos. Mais nous, on s'en fout. Je peux te prendre en photo? Pas de problème. J'adore tes lunettes. Je suis Mr. Lova Lova. T'es quoi? Lova Lova. Merci. Vous venez d'où? Indiana. Ah, Indiana? Nous toutes. Vous toutes? Oui. Aux USA? Oui. Eh bien, bienvenue en Jamaïque. Merci. Ok, pas de problème. On va s'amuser. Tout est spécial ici. Les Rented Dread ne se considèrent pas comme des prostituées. Ils sont juste un exemple de la débrouille dont font preuve les Jamaïcains. Et qui sait, peut-être que Shaba assouvira son rêve d'Europe et de lointain pour un avenir meilleur. Je voudrais parcourir le monde. Les femmes me permettront peut-être d'atteindre mon rêve. Une fille avec de l'argent de préférence. Parce que moi, j'ai rien. Alors il faudra qu'elle m'aide. Mais par contre, j'ai beaucoup d'amour pour elle. Beaucoup d'amour. Vous avez bien nagé aujourd'hui? Alors, vous êtes contente? Je suis déçu que vous partiez. Les meilleures choses ont une fin, tu sais. Si vous ne savez pas où aller en Jamaïque, revenez ici. Revenez me voir avant de retourner en Allemagne. Allez, respect. Ma douce reine, tape mon 5. Sur la plage se côtoient touristes étrangers et locaux. Les Jamaïcaines semblent incarner la chaleur des Caraïbes. Chez les jeunes, la culture de la danse à connotation sexuelle fait partie intégrante de l'île depuis les années 2000. On va danser après. Le dancehall. C'est une de nos danses et musiques qui dérive du reggae. C'est né ici, en Jamaïque, dans les années 90. Ça vient du reggae. Oui. Les gens dansent beaucoup ici. Il n'y a pas que la drogue en Jamaïque. Il y a l'ambiance. C'est chaleureux et accueillant. Tout le monde s'entend bien ici. C'est cool.
Il fait beau, c'est magnifique. À la tombée de la nuit, la Jamaïque des plages se métamorphose. En bord de mer se succèdent les soirées qui déchaînent les foules. Après avoir fumé la meilleure herbe du monde et bu tous les cocktails possibles, les touristes sont prêts pour tous les excès. Sexe, drogue et rock'n'roll. Mais ce qui rassemble tout le monde, c'est le reggae, accompagné d'un bon joint, fumé légalement jusqu'au bout de la nuit, comme le chantait l'icône planétaire, le Rasta, Bob Marley. Au-delà de la musique, Bob Marley représente une certaine idée du ghetto en Jamaïque. Il vivait à Trenchtown, un des quartiers les plus pauvres de Kingston. La capitale montre peu d'intérêt pour les visiteurs étrangers, sauf peut-être ces deux rues où Bob vivait à ses débuts et qui figurent dans tous les guides touristiques. Ces rues vont être le terreau d'une activité musicale ardente fin des années 60. Le bidonville, berceau du reggae, a vu naître les grands noms de la musique jamaïcaine aux carrières internationales. Bob Marley bien sûr, mais aussi Peter Tosh, Alton Ellis, Burning Spear ou Bunny Wellers. Impossible d'errer tranquillement dans les rues du ghetto mythique. L'accueil n'est pas chaleureux, voire hostile. Il faut compter $100 pour visiter les deux premières rues. Patrick sera notre guide. Ici, c'est la rue où Bob a vécu quand il est arrivé à Kingston. On va aller voir sa maison maintenant. Rien n'a vraiment changé dans ce quartier populaire de l'ouest de Kingston depuis les années 60. Comme des milliers de Jamaïcains, la famille de Bob quitte la misère des campagnes pour celle du ghetto dans l'espoir de trouver une vie meilleure. Ici, c'est la maison de Bob Marley. Il est arrivé en 1956. Il avait 11 ans. Il vivait ici avec sa mère. Et Bonnie vivait là avec son père. Donc la mère de Bob et le père de Bonnie partageaient cette maison. Et ils ont eu une fille ensemble. Le ghetto est rapidement surpeuplé. Les conditions de vie sont dures, la mortalité infantile et la criminalité très élevée. Près de 40 ans après la mort de Bob Marley, la vie des ghettos est restée la même. Dans la capitale d'1 million d'habitants, la pauvreté et la violence se concentrent au sud de la ville, à Trenchtown, Demonton et surtout Tivoli Garden, le quartier de tous les trafics peuplé de 6 000 habitants. On a entendu des coups de feu, pas plus tard qu'hier. 2 mecs se sont fait descendre. C'est ça le ghetto de Tivoli. Les seigneurs de guerre de Kingston, surtout à Tivoli Garden, sont encore puissants aujourd'hui. Ils ont fait du cannabis leur monnaie d'échange, qu'ils exportent par tonnes illégalement vers les États-Unis contre des armes. La position géographique de la Jamaïque en a fait la plaque tournante des trafics entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Coke, crack, cannabis, armes, depuis les années 70, le port de Kingston est le cœur des activités mafieuses de l'île. La plupart des armes que l'on trouve ici sont importées illégalement par voie maritime et viennent d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud. Un grand nombre d'armes viennent aussi d'Haïti. Donc le trafic se fait entre le cannabis et les armes. Le lien, c'est que le cannabis pousse ici en Jamaïque. Il est exporté vers ces pays. Les trafiquants n'échangent plus le cannabis contre de l'argent, mais contre des armes. Des policiers pris sous le feu de tirs d'armes automatiques alors qu'ils tentent de pénétrer dans un des ghettos de Kingston. Un commissariat incendié. Les affrontements ont fait hier 2 morts parmi les forces de l'ordre. En 2010, le quartier s'est embrasé pendant plusieurs jours. Les habitants s'étaient opposés à l'arrestation du parrain de la drogue Christopher Coke, qui dirigeait toute la mafia de Kingston. Après son arrestation, il est condamné à 23 ans de prison pour trafic de drogue, d'armes et de raquettes en tout genre. Pour comprendre ce qu'est devenu le quartier, je pars à la rencontre de Coke Jr., le fils du parrain arrêté en 2010. Il nous parle de son père, cet homme mystérieux, souvent comparé à Pablo Escobar ou Robin des Bois, cet homme à triple casquette qui avait un rôle de père, de flic et de magistrat dans la communauté. Après des négociations tendues, celui-ci accepte de m'emmener dans le ghetto de son père,
Première condition, aucune partie de son corps ne devra être filmée. La seconde, une moto devra m'escorter dans le quartier. Ouais, je suis Chris. Chris? Ouais, comme mon père, Christopher Koch. Les gens l'appelaient Dudus ou Président. Qu'a fait ton père pour Tivoli Garden? Pour aider les gens d'ici? Il résolvait les problèmes, tu vois. Si t'avais un problème, comme les frais de scolarité, ou si t'as pas de boulot, tu peux venir et lui parler. Il trouvait un moyen de résoudre le problème. Dudus était sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Les autorités américaines le considèrent à l'époque comme un des principaux distributeurs de marijuana et de crack à New York et dans d'autres villes américaines. Le Premier ministre jamaïcain de l'époque décide, sous la pression des Américains, de l'appréhender lors d'une vaste intervention de police. Il y a eu un raid militaire en 2010. Baisse la caméra. 2010, ouais, c'était le raid. Il a été extradé aux États-Unis. C'était une sorte d'attentat pour l'arrêter quand il y a eu raid. Ok, c'était une tentative et combien de personnes ont été... 72 personnes ont été tuées. C'est ce qui a été dit officiellement. C'est ce qui s'est passé officiellement. Depuis l'arrestation de son père, plus personne ne tient le quartier de Tivoli. Le fils Koch n'a pas la stature du parrain. En novembre dernier, il est même blessé à l'abdomen par un autre gang du quartier. Après avoir quitté le fils du parrain, je me rends à l'école du secteur. Je vais à la rencontre d'une association de gamins de Youth of Tivoli, la jeunesse de Tivoli. Ils acceptent de me montrer le quartier. Un peu à l'instar de Dudus qui payait des livres et donnait à manger aux habitants de Tivoli, Shakil et ses amis vont tous les jours à la rencontre des enfants du ghetto pour faire changer les mentalités. Venez ici les enfants, je vais vous parler. Qui sait bien jouer au foot? Tout le monde ici veut devenir joueur de foot. Qui sait chanter? Qui court vite? Tout le monde ici court vite. Peut-être qu'un jour, vous serez des chanteurs à succès ou des footballeurs professionnels. C'est une manière de sortir du ghetto. Mais n'oubliez jamais l'éducation. Un jour, je peux réussir, et un jour, je peux devenir quelqu'un. Lors de ces tournées, Shakil est confronté à la violence et au désœuvrement des habitants du quartier. Bonjour tout le monde. T'as fait ta lessive? Ah, t'es fatigué. J'en peux plus de la violence. Je dors, je regarde la télé et je ne veux rien savoir sur la violence. Quand la guerre a commencé, c'était pas bon. Des gens sont morts. On ne peut pas les ramener. C'est comme ça à Tivoli Garden. La guerre des gangs, c'est ce que nous raconte aussi un commerçant de Tivoli. Chaque jour est un combat. Tivoli, c'est cool, mais ils ont détruit cet endroit. La police et l'armée viennent ici, c'est pas bon. Mais Tivoli, c'est cool, mec. Tivoli, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire, mon gars? C'est comme ça ici. Tu dois envoyer les enfants à l'école, mais ils ne peuvent pas à cause des fusillades. Ils ne peuvent même pas sortir jouer quand les tirs commencent. Tu ne sais jamais quand ça va commencer à tirer. L'autre soir, 2 hommes se sont fait descendre juste là. C'est comme ça ici, mec. C'est le vrai Tivoli. Quand le général Dudus était là, c'était mieux. Depuis qu'il est parti, tout part en vrille. Depuis qu'il est parti, on doit se débrouiller pour gagner sa vie, comme on peut. Tout le monde dans Tivoli tient le même discours. Quand le général Dudus était aux manettes, la vie était plus facile. Chaque leader a du bon et du mauvais, comme les politiciens.
Certains sont bons, d'autres sont mauvais. Certains ont volé tout l'argent du pays. Mais avec du DUS, c'était bien. On mangeait à notre faim, on en profitait bien. On avait des cadeaux et des arbres de Noël. L'école était gratuite, comme les livres. Quand tes parents ne pouvaient pas te payer ce qu'il te faut, ils s'en occupaient. Et s'ils ne pouvaient pas, ils appelaient directement le Premier ministre pour changer les choses. Peu importe comment ils se débrouillaient pour que l'on ne manque de rien. Malgré la dépénalisation, la Jamaïque continue à être le premier fournisseur de cannabis pour les États-Unis. La marijuana fait tourner l'économie souterraine du pays. Et c'est en partie pour enrayer ce trafic et toute cette violence que le gouvernement a décriminalisé la ganja. Il s'agit pour les autorités de faire une distinction entre le trafic de drogue et le marché légal de marijuana à des fins thérapeutiques. C'est une substance très surveillée et soumise à des conventions internationales. Ce qui fait que dans le cadre du développement de cette industrie, nous avons fait très attention, car nous ne voulions pas qu'il y ait de vases communicants entre le marché licite et le marché illicite. En revanche, pour les Rastas, ces nouvelles lois sont une véritable révolution. Ils peuvent cultiver et transporter leur herbe sans limite de quantité, à condition de ne pas en faire commerce et de la consommer dans leur lieu de culte. Avant la décriminalisation du cannabis, les Rastas étaient persécutés. Ils pratiquaient leur religion en marge de la société. À 2 heures de route, dans les lacets de montagne qui surplombent Kingston, puis encore 45 minutes de marche, se trouve une grande communauté Rasta, la School of Vision. Née dans les années 30 en Jamaïque, les Rastas considèrent Haïlé Sélassié, le dernier empereur d'Éthiopie, comme le nouveau messie africain. Dermot Fagan est le prêtre de cette communauté qu'il a fondée il y a près de 30 ans. Chaque samedi, c'est Shabbat, ou jour du Seigneur. Ils prient leur Dieu, Jah, incarné par Haïlé Sélassié, et attendent son retour sur terre. On répète Jah Rastafari 7 fois. Puis à la fin, après les 7 prières répétées, on se rassemble et on s'adresse à Dieu pour l'introspection et le pardon. Le cannabis est la partie la plus importante de notre mode de vie. Comme on l'a dit avant, nous avons été le peuple le plus persécuté de la population jamaïcaine. Pour cette même herbe, on a été envoyé en prison, on a été tué, on a été mutilé, abusé. Pour cette même plante. Comme je l'ai dit, on vit pour voir. Le gouvernement a été forcé de reconnaître que ce qu'on leur disait depuis des années, que la ganja pouvait aider dans notre vie, pouvait aider au niveau de la médecine, mais aussi économiquement. Regardez la Hollande ou le Colorado. Statistiquement, regardez quelle somme d'argent énorme ils font maintenant. Alors c'est quoi ? C'est quoi la leçon? La leçon, c'est la légalisation de la ganja. Regardez notre éducation, la situation de l'emploi en Jamaïque. On n'est pas capable d'employer suffisamment. Les gens pourraient avoir des terres et cultiver. Travailler avec l'aide d'agronomes, on ferait pousser la meilleure herbe de la planète. Parce que quand on parle de ganja, le parallèle, c'est la Jamaïque, Bob Marley, Sélassié, Rasta et évidemment ganja. Ces communautés ne vivent pas de la vente du cannabis. Elles ont juste le droit de consommer, mais restent exclues du business qui se développe autour de la ganja. Pour en savoir un peu plus sur les retombées économiques de la décriminalisation, je retourne voir Balram Baswani, le fondateur de Ganja Lab. Il a réussi à attirer des investisseurs étrangers, notamment du Colorado, qui ont mis $500 000 dans sa start-up. Il est très confiant sur les futures retombées financières de la nouvelle industrie du cannabis. Ici, nous avons ces femmes qui travaillaient avant dans des plantations de café, dans l'industrie du gingembre, et maintenant, elles travaillent dans le cannabis. Qui l'aurait pensé? Ça va être un super truc pour la Jamaïque. D'abord, ça va apporter des emplois pour beaucoup de travailleurs. Surtout qu'ils aiment ça. C'est juste une question de temps pour que les Jamaïcains puissent être impliqués dans un cadre de travail légal. Et je pense que ce sera le prochain gros truc pour la Jamaïque.
Pas seulement en termes de création d'entreprises, mais aussi en termes de création d'emplois. Et avec cela, la Jamaïque peut devenir une mecque pour la weed. À Kingston, l'université des West Indies s'est aussi lancée dans les recherches en cannabis en partenariat avec la société Medicanja, une alliance publique-privée dans un secteur qui pourra rapporter gros dans les années à venir. Cet homme, c'est Henry Love, professeur scientifique et entrepreneur. Il produit des médicaments à base de cannabis pour différentes maladies, vomissements, douleurs, nausées, diarrhée, insomnie. Son équipe travaille sur les nouvelles recherches scientifiques et le développement de nouveaux produits. Shara Watson est à la tête du laboratoire. Voici le matériel que l'on reçoit. Des feuilles séchées. On veut analyser la qualité. Pas de signe de contamination ou insectes. Tout ce qu'on ne veut pas. Nous ne voulons que de la très bonne qualité. Le premier produit, sorti en 1970, sert à soigner le glaucome, une maladie de l'œil qui provoque une diminution du champ de vision. Mais à terme, Medicanja se rêve de devenir un acteur mondial du marché de la ganja thérapeutique et d'exporter ses produits dans les pays où le cannabis thérapeutique est en vigueur, tout en respectant les normes internationales. Il sent bon. On s'assure de garder une concentration basse de THC. Le THC, comme vous savez, est la composante chimique dans le cannabis sativa qui engendre des problèmes. Problèmes qui inquiètent la plupart des gouvernements car elle te fait planer. Mais nos produits ne font pas planer. Dans un autre genre, la dépénalisation du cannabis offre à la Jamaïque de nouvelles opportunités et certaines font sourire. Varun Baker, ce jeune entrepreneur, a développé l'application mobile Ganjagram, un clin d'œil à l'application Instagram. Sa start-up met en relation les fumeurs avec les producteurs de cannabis informels de l'île. Quand tu regardes les produits médicinaux issus du cannabis et qui aident les gens qui ont différentes maladies, on peut aider à soigner beaucoup de monde. Mais l'important, c'est que ce soit décidé par les Jamaïcains. Cela aura des retombées positives pour le monde entier. Ganjagram est le Uber de la ganja. Les gens s'inscrivent et deviennent membres, et je les mets en contact avec les bonnes personnes du monde de la ganja en Jamaïque. J'ai cette application mobile qui s'appelle Ganjagram. Ça met en relation les gens autour de la ganja dans le pays. Tu appuies sur un bouton et tu sais où trouver le bon produit, avec un numéro. Et tu n'as plus qu'à les contacter où qu'ils soient. Varun vient rencontrer Julian, un producteur amateur qui fait pousser son herbe illégalement et veut l'écouler grâce à Ganjagram. En rencontrant des producteurs comme Julian sur les hauteurs de Kingston, dans un quartier chic, il veut permettre aux petits producteurs de se développer. La peur des investisseurs étrangers se fait sentir. Ça sent bon, là. L'argent généré par le business quitte notre économie. Si les investisseurs ne sont pas jamaïcains ou au moins des Caraïbes, tout l'argent va partir. Et tous nos efforts rempliront les poches d'autres personnes. Les étrangers font presque la queue à l'extérieur avec plein d'argent. Ils attendent que ça décolle, mais ils ne font pas le lien avec nous, les locaux. Varun continue sa petite tournée pour découvrir de nouveaux produits. Yes, Kirk. Like your plants and move, man. Say, look like your plants and move. You know, say, look outside. Mad. Okay, very nice, very nice. Wow. Ok, cool, mec.
Elle est pas marron celle-là. Elle est bien plus verte que la précédente. Elle a l'air bien meilleure. Tu vois, c'est ça les trichomes. On peut voir direct la qualité avec ça. Les trichomes, ce sont ces petites bulles blanches. Leur taille permet de savoir si la plante est prête à être récoltée. Jimmy veut faire pousser son herbe légalement, mais aucune banque n'est prête à l'aider à financer son projet. Tout est lié à des choix politiques. Pour lancer son affaire, c'est plus de $200 de frais. Pour les étrangers, ça va, c'est pas grand-chose. Mais pour nous, c'est pas possible. Et c'est bien là que le bas blesse. Pour un petit producteur, les prix pour lancer une plantation légale sont prohibitifs. J'ai peur bien sûr que cela nous échappe, comme dans toutes les autres industries jamaïcaines. Que les petits fermiers restent sans rien. C'était ça ma motivation première pour créer Ganjagram. Et c'est pour ça que je veux en parler au plus grand nombre de fermiers possible. Les fermiers ont toujours travaillé dans l'illégalité. Les raids de la police étaient fréquents. Ils brûlaient les plantations sans prévenir. Depuis les lois Ganja, la pression s'est un peu relâchée, mais les restrictions sont très précises, ce qui ne permet pas aux petits producteurs de se développer légalement. Nous devons procéder à une sélection très stricte pour les gens qui veulent produire du cannabis à but thérapeutique. Et j'insiste sur le terme thérapeutique parce que c'est ce que nous autorisons et non le récréatif. Il y a beaucoup de petits producteurs locaux illégaux qui veulent obtenir leur autorisation, mais ils doivent passer par cette sélection. Ces restrictions ne permettent pas encore aux fermiers de travailler légalement. Alex, ce jeune cultivateur de 25 ans, attend toujours sa licence pour vendre son herbe à des fins thérapeutiques. Presque tous les pieds ici vont être prêts à être récoltés. Ils ne vont plus avoir besoin d'eau. Si vous regardez, les feuilles tombent un peu, ça va leur permettre de sécher. Ça veut dire que le séchage, qui est vraiment long, commence en fait dans les champs. Comment sait-on quand c'est prêt? Eh bien, comme toutes les autres plantes, le cannabis a un cycle de vie. Son but, c'est de se reproduire et d'avoir une famille, en d'autres termes. Donc, la plante femelle, celle que nous fumons, si vous regardez de plus près, il y a des épis au-dessus des têtes, et ces épis attrapent le pollen des mâles. C'est un marché, comment dire, un peu comme le vin. Certains vins sont bon marché, d'autres sont plus chers. Comme un bon Bordeaux, par exemple. Il est plus cher. Finalement, c'est pareil. Si tu es capable d'amener ton produit à ce niveau, tu peux vendre ton produit entre 50 et $100 pour 30 grammes. C'est une marche à suivre. Si tu n'es pas dévoué à la tâche, si tu n'as pas une passion pour ça, si tu fais seulement ça pour l'argent, c'est bête, parce que c'est un travail très difficile. Pour obtenir la nouvelle licence de cannabis délivrée par le gouvernement, il faut équiper son champ de barrières, mettre des caméras de vidéosurveillance, soit débourser près de 3 000 € par an. Un budget trop élevé pour tous ces cultivateurs. Notre plus grande inquiétude, avec la nouvelle industrie du cannabis, qui devient légale et officielle, c'est que l'autorité qui délivre les licences soit trop restrictive. C'est très dur d'obtenir sa licence. Ce que nous réclamons, en tant que petits fermiers, c'est de ne pas être exclus du marché. Nous avons peur de ne pas être autorisés à faire partie de cette industrie que nous avons construite, pour laquelle nous avons été battus, pour laquelle nous avons été mis en prison, etc. Si c'est fait correctement, s'il y a un certain standard de production, si c'est fait proprement, de façon transparente,
et que les Jamaïcains peuvent profiter des revenus du cannabis, alors nos hôpitaux seront rénovés, nos routes reconstruites. Nous pourrons avoir un meilleur système éducatif. Ce sont nos grandes préoccupations. On voit ce qui est fait dans différents États des États-Unis, par exemple, ou ce qu'ils sont en train de faire en Uruguay, un pays si proche de nous. On observe. Après avoir vu des États comme le Colorado et la Californie générer des milliards de dollars de revenus, la Jamaïque espère bénéficier à son tour de 2 milliards de dollars par an avec son cannabis. Et à terme, légaliser la ganja. Mais les lois internationales ne le permettent pas encore. Nous espérons que le marché mondial va évoluer. Je vous ai donné un aperçu de ce qui se passe aujourd'hui. Mais si le marché international se décriminalise encore plus et permet l'utilisation récréative, ça nous intéresse parce qu'il y a d'énormes opportunités ici. En attendant que les lois internationales autour du cannabis ne changent, le tourisme reste encore aujourd'hui le principal fournisseur de devises étrangères pour la Jamaïque. Mais comparé aux autres destinations des Caraïbes, l'île de Bob Marley est encore loin derrière. Pour faire chuter la violence qui dissuade encore certains touristes de venir, la décriminalisation de l'herbe, avec à terme une légalisation, permettra peut-être à la Jamaïque de se sortir de l'impasse économique dans laquelle elle est plongée. Grant us a heart of flesh, take away the heart of stone, so the devil will leave us alone. Every day I ask my brother, every day I ask, aren't we brothers no more? Aren't we brothers no more? C'est au tribunal de Kingston qu'on peut déjà sentir les effets du nouveau commerce de la ganja. Le nombre de condamnations pour possession de cannabis a fortement diminué.